Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, au clair de lune, est dans un palais, le palais du chef d'Issouka. Notre hôte du jour a été fonctionnaire international. Il est bien connu de la presse burkinabé puisqu'il a été pendant longtemps communicateur à l'UNICEF, avant d'être intronisé chef d'Issouka. Bienvenue au palais de Sa Majesté Naba Saga Ier. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, cher ami Pascal. Et merci de nous recevoir chez vous. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Issouka. Avant de rentrer dans la causerie proprement dite, nous allons faire de plus amples connaissances avec notre hôte du jour dans ce portrait signé par Bienvenue Tansa. Naba Saga Ier, chef traditionnel de Issouka, un quartier de la ville de Koudougou. Né le 9 juin 1958, c'est en 2005 qu'il est intronisé chef de Issouka, quartier qu'il a vu naître. Ce diplômé de sociologie et de communication, obtenu respectivement à l'université de Ouagadougou et de Bordeaux III, est un passionné de la culture du peuple Mouaga, auquel il appartient d'ailleurs. Ce qui l'amène à créer un musée ethnographique et un palais, tous deux bâtis en matériaux locaux en voûte nubienne, aujourd'hui objet d'attraction de nombreux élèves, étudiants et diplomates. Son engagement pour la paix se matérialise par la création d'une association politique de chefs traditionnels, Songnam, fortement impliquée dans la résolution des conflits dans la ville de Koudougou. Pour son attachement aux questions de promotion des droits de la femme et des valeurs culturelles positives, Naba Saga Ier intronise la première femme traditionnelle chef. L'homme qui plusieurs années durant a travaillé comme communicant à l'UNICEF est marié et père de 3 enfants. Majesté, avant d'être chef, vous êtes avant tout Nyamwego. Vous m'excusez de dire ce nom parce qu'en principe, on ne dit pas le nom du chef. Nyamwego veut dire quoi? C'est un moré. Nyamwego veut dire, traduit littéralement, signifie le roi de la brousse, celui qui occupe la brousse. C'est tout simplement, en déclinaison simple, c'est le lion. Il semble que nos ancêtres, effectivement, pour dire qu'ils étaient les plus forts, ont pris ce nom Nyamwego et se sont installés ici à Issouka. Donc Nyamwego veut dire le chef, le roi de la brousse et de la savane. Voilà le mot, la signification du nom de patronyme que nous portons, Nyamwego. Vous êtes né donc ici à Issouka en 1958, comme nous l'avons vu dans le portrait. Quel souvenir gardez-vous d'enfance, gardez-vous de cette localité? Merci beaucoup. Je pense que les souvenirs se bousculent dans ma mémoire dans la mesure où, effectivement, quand je naissais, il y avait, j'allais dire, beaucoup plus d'espace que maintenant dans la mesure où, vous voyez, maintenant, il y a des bâtiments partout, il y a des constructions partout. Quand j'étais tout petit, là où nous sommes assis était un champ, le champ de mon grand-père et de mon père. Et nous, quand on sortait ici, c'était le mil qu'on venait cultiver. Et on avait, ce qui n'a pas changé, c'est le marigot qui reste là, qui reste très vivace dans nos souvenirs. Alors, je suis né et j'ai trouvé beaucoup d'arbres qui restent toujours présents aujourd'hui autour de nous. Mais je garde les souvenirs comme tous les enfants, d'avoir joué ici, de nous être frappés amicalement, d'avoir gardé les moutons, puisque j'ai gardé des moutons, et d'avoir cultivé au niveau des champs, et d'être allé de temps en temps, à l'époque on disait la ville, et la ville commençait à partir de la gare de train de Koudougou. Sinon, il n'y avait pas d'espace comme ça, il n'y avait pas de lumière. Donc vous voyez tous ces souvenirs. Il y a d'ailleurs ici un de mes promotionnaires d'enfants, vous voyez, qui est le chef coutumier, on se voyait, chez eux il y avait les vaches, et nous on allait chercher le lait chez eux quand il y avait des cultures chez nous et qu'on devait préparer du bon repas. Donc vous voyez, tout ça, ça foisonne un peu dans ma tête. Vous parlez de garder les moutons. Souvent, il y a des histoires, souvent rocambolesques, justement autour de garder les moutons. Parce que quand on laisse les animaux rentrer dans les champs, souvent ça se termine par des bastonnades. Ah oui, des bastonnades, j'en ai reçu parce qu'il arrivait des fois qu'on est distrait,
on ne s'en occupe pas des moutons, dans la mesure où des fois on voit par exemple un fruit à cueillir, on va cueillir le fruit, par exemple les raisins, et on oublie de garder les moutons. Et les moutons envahissaient un peu les champs du voisin et on en entendait. Non seulement on nous frappait là-bas, mais on nous poursuivait jusqu'à venir dire cela à nos parents. Et on recevait des doubles réprimades. Donc, mais on était très contents derrière nos moutons. Et on les comptait le matin, on les comptait le soir en les ramenant. Voilà, à peu près. Ouais. C'est également une façon de connaître la brousse et c'est bien fait. Ah oui, parce que ça nous amenait à découvrir notre environnement, pas très lointain, mais enfin, on allait partout. Quand j'arrive et puis aujourd'hui, que je reparcours un peu ces sentiers, je ne me retrouve plus, puisque tout ça, tous ces champs d'antan sont devenus des maisons loties, occupées par les uns et les autres. Et nous, on découvrait les arbres, on découvrait les lianes, on découvrait beaucoup de choses. Et c'était, je pense, la première école face à l'environnement que nous essayons qu'on trouvait. Et quand on est né en 1958, on n'est pas forcément destiné à l'école. Pourtant, vous êtes parti à l'école. Racontez-nous dans quelles circonstances vous êtes allé à l'école. Très bien. Mon père était en Côte d'Ivoire. Et moi, j'étais resté ici avec ma mère. Après, mon grand-père m'a retiré de chez ma mère, qui m'a gardé dans la cour ici. Et je pense qu'un jour, j'ai entendu que mon père, depuis la Côte d'Ivoire, a dit de tout faire pour m'inscrire à l'école. Alors moi, l'école pour moi, c'était le début des difficultés puisque la liberté dans les champs allait être finie. Et un jour, on m'a amené, effectivement, il y avait un monsieur qui était là, qui s'appelait Kouka, paix à son âme, qui m'a pris derrière un vélo. C'était très bien d'ailleurs d'être derrière le vélo. Et nous sommes allés à l'école. Alors l'histoire est que quand nous sommes allés, ce n'était pas, comme vous dites, systématique qu'on soit scolarisé. Nous étions en rang et le maître, en tous les cas, celui qui sélectionnait, après moi, il y a eu 4 enfants qui ont été sélectionnés et tout le reste de la queue ont été libérés. Figurez-vous qu'eux, ils riaient, ils sautaient parce qu'ils retrouvaient la liberté et nous, on a commencé à pleurer. On pleurait puisque c'était la prison. On nous dit, allez, rentrez. Et heureusement, c'était un Samo qui était le maître de l'école primaire qui s'appelait Jean-Joseph, paix à son âme lui aussi. Alors, il nous a pris avec la parenté à plaisanterie, il a commencé à nous insulter. Ça augmentait encore nos cris puisqu'on se dit, il était gros, il était très fort. Ce gros qui nous insulte, c'était fini pour la liberté. Et donc, c'était une chance, pour répondre à votre question, à l'époque, d'aller à l'école. Et alors, ceux qui ne sont pas allés à l'école, quand on revenait à la maison, ils nous retrouvaient sur les sentiers et puis ils riaient, ils se moquaient de nous. Alors voici à peu près l'histoire de notre école dans le temps. C'était pas évident. Et finalement, c'était comment à l'école? Finalement, c'était bien, mais il a fallu du temps pour que ça soit bien. Puisqu'on a commencé à nous apprendre à lire A, B, C. Alors nous, on se demandait que ça servait à quoi cela. Et le temps passant, on s'est rendu compte que c'était beau puisqu'on nous amenait des livres quand nous sommes arrivés au CE2. On a commencé à ouvrir les livres, on dit « Ah bon, c'est beau comme ça ?» Donc nous sommes heureux d'être venus à l'école. Et c'est ainsi de suite que même au CE2, il y avait des gens, des camarades aujourd'hui qui sont vivants, qui avaient refusé l'école. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient très futés. Et ils nous demandaient à nous qui étions là, puisque eux, ils ne voulaient pas venir en classe. Vous savez, quand on rentrait à l'école, tous les matins, on devait dire, le maître faisait l'appel. Alors, ses camarades nous disaient, écoute, je te donne des citrons, je t'amène un cadeau, mais quand on va appeler mon nom, il faut dire qu'il est malade. Donc, quand on disait Ramde Poulomde, nous on dit malade, puisqu'on ne pouvait pas dire malade. On disait malade, ainsi de suite. Donc, on le sauvait comme ça, mais finalement, ce n'était pas bien pour lui. Et il nous amenait les citrons, nous on était très contents. Et puis c'est comme ça qu'on a adoré l'école primaire. Après, puisque le moment des couscous et du lait sont venus. Ces moments-là sont arrivés et on nous distribuait pendant les récréations, en tout cas à midi, à manger. Alors,
ce qu'on ne trouvait pas à la maison, on trouvait là-bas. Et on était heureux. On était des joyeux lurons. Il y avait aussi des femmes qui vendaient c'est la première fois qu'on vendait du riz. Nous, le riz se mange à Noël, mais on le voyait le vendre à l'école. Et du pain et des sandwichs. Vous voyez que tout ça, ce sont des souvenirs. Et la dernière fois, je suis retourné à mon école ici, juste pour que ma mémoire se remémore de tout cela. Je suis rentré dans la classe et je regardais. Bon, je ne sais même plus où j'étais, mais je sais que j'étais dans cette classe. Voilà à peu près. C'est des temps heureux jusqu'au CM2 où ça a commencé, j'allais dire, à chauffer, puisqu'on faisait les dictées. Dictée contrôle, dictée préparée. Bon, moi, j'étais nul en dictée contrôle, puisque je faisais beaucoup de fautes. Donc, samedi, on faisait dictée contrôle. On nous frappait. On frappait nos doigts. On frappait nos têtes. Au-delà de 10 fautes, tu es complètement, tu vois. Donc, voilà à peu près ces années, j'allais dire, pleines de tendresse, des années pleines de bons souvenirs et des années d'amitié qu'on a construit autour de nos maîtres d'ailleurs et autour de nos camarades. On va passer sous silence le secondaire pour aller directement à l'université. À l'université, vous choisissez de faire la sociologie. Pourquoi? Oui. J'étais passé par le séminaire. Voilà, je voulais être prêtre. Je suis allé à Saint-Camille pour être prêtre camillien et soigner les malades. Qui dit les malades dit un peu s'occuper de la société. Et quand j'ai eu le baccalauréat et que je suis parti, j'ai décidé de ne pas être prêtre. Je me suis dit, bon, pour rester au contact de la population, rester au contact des gens, c'est comprendre un peu comment vit la société. Puisque en étant là-bas au séminaire, nous, on allait soigner du matin au soir, hein, vous savez, on allait du côté de Boulby. Et c'est ça qui m'a poussé à faire la sociologie, à m'inscrire en sociologie, jusqu'à faire la licence ici avant de partir. J'imagine que l'université de l'époque et celle de maintenant, ce n'est pas la même chose. Ah oui, c'est totalement différent. À l'époque, c'était comment à l'université? Mais à l'époque, excusez-moi que je fasse la publicité d'un pays. Aujourd'hui, on dit que c'est la Chine populaire, pour dire que vous êtes très, très nombreux, les amphis sont... Pour avoir une place à l'amphi aujourd'hui, il faut se lever à 3 heures du matin si ce n'est pas plus... Nous, on était 21 en première année de sociologie. Vous imaginez que, bon, le professeur Sanou Fernand, qui nous enseignait, ce que je peux citer, ils étaient tous contents parce que toutes les semaines, on avait presque un devoir, puisque c'était facile à corriger. On n'était pas nombreux. Tandis qu'aujourd'hui, nous, à l'époque, on avait peur de l'école de droit. À l'école de droit, vous imaginez, ils étaient autour de 60. Et nous, on trouvait que c'était trop. Oui, 60 en classe, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que nous, on était 21. C'est bien que, naturellement, on a fini l'année. Comme vous dites aujourd'hui, on a validé notre année. Et puis, sans difficulté. Vous poursuivez vos études après en France. Quel retenez-vous donc de ce séjour à Bordeaux? Alors, mon souvenir, vous le voyez, vivant. C'est mon souvenir vivant, dans la mesure où j'ai tenu à amener Bordeaux à Koutougou, à Issouka, parce que Bordeaux m'a beaucoup plu. Je suis allé à Bordeaux et à Bordeaux, j'ai étudié de la communication pour être journaliste présentateur à la télé. Pour moi, c'était un autre monde, puisque quand on quittait ici, tu arrivais d'abord à Paris, c'est tout un autre monde, tu dis... les escalators, tu ne pouvais pas monter les escalators. Quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui tombent sur les escalators, je les comprends. Et vous voyez que le souvenir, j'ai connu la femme de Patrick, l'ex-femme de Patrick, qui m'a enseigné à l'université de communication, de documentation et tout. Et c'est cette femme qui m'invitait à la maison et c'est à travers elle que j'ai connu Patrick. Bordeaux, c'est là que j'ai connu les Serge Théophile Balima qui sont venus soutenir leur thèse. Ainsi de suite. Quelques grandes figures de la communication, je les ai connues à Bordeaux. Et Bordeaux, pour nous, c'était vraiment exceptionnellement plein de beaux souvenirs pour nous. Bordeaux, donc, vous faites la connaissance d'un ami, vous l'avez déjà dit, qui deviendra votre collaborateur. D'ailleurs, il a contribué beaucoup à la construction aussi du musée. Un ami et un collaborateur qui vous respecte et qui vous respecte aussi. Je vous propose d'écouter ce qu'il pense de votre relation.
Donc le chef, on s'est rencontrés, c'est il y a longtemps, hein. C'était dans le milieu des années 80, c'était en France, à Bordeaux. Il était étudiant là-bas. Et voilà, donc ma femme enseignait à l'université, là où il était. On a sympathisé, il venait à la maison. Lui, il a fini ses études, il est retourné au Burkina. Et moi, je suis venu il y a environ 20 ans au Burkina sur un projet associatif qui a duré pas tout à fait 3 ans. Et quand le projet s'est terminé, j'ai décidé de rester au Burkina. Et c'est tombé au moment où il était intronisé. Et il m'a demandé si je voulais venir ici l'aider à construire là, ce que vous voyez. Au niveau de la ville de Koudougou, il a une bonne réputation. Quand il y a un souci quelque part, un problème, que ce soit des particuliers ou l'administration, on vient lui demander de prêter main forte. Mais ça reste une partie dans laquelle je n'entre pas, quoi. Maintenant, pour le reste, voilà, il a des idées, nous avons des idées, on essaye de mettre en place. Il fait en sorte que je puisse réaliser un travail qui est bénéfique à tout le monde. Réaction par rapport à ce que Patrick dit? Patrick, il dit ce que nous avons vécu ensemble, il dit ce que nous vivons ensemble. Et il dit aussi ce que nous projetons de vivre ensemble, c'est-à-dire que la culture reste un ciment à bien conserver pour nos relations. Vous voyez, c'est un Français qui vit ici, et le métissage, le fruit du métissage, vous le voyez. C'est Patrick, par exemple, qui a construit cette coupole que nous voyons, de sa main. J'ai les photos. Alors, c'est Patrick qui gère le côté, j'allais dire, administratif de ce qui se passe ici. Si bien que ce qu'il dit, c'est vrai, tout ce qui est coutumier, c'est la famille qui gère. Mais tout ce qui est administratif, rendez-vous, audience et tout, c'est Patrick qui gère. Donc, moi, je trouve que c'est les peuples, quand ils se rencontrent et qu'ils essaient de donner chacun de ce qu'il a, ça donne du bon. Vous voyez les résultats. Il y a beaucoup de choses. Patrick a apporté beaucoup. Et Patrick a complété la famille. Mais tout ce qui est famille, Patrick ne touche pas. Mais vous voyez, ça aide beaucoup. Et les peuples devraient justement s'enrichir de ce métissage. J'allais dire, s'il est sincère, s'il est honnête, comme ça nous amène loin pour que nous puissions ensemble, dans la mesure où, qu'est-ce que vous voulez, j'ai été à l'école où l'enseignement a été français. Je parle français comme lui. Je rêve français. Et lui, ici, il essaie de comprendre bien les mots-ci, de comprendre. Au départ, ce n'était pas facile, mais ils ont fini par être des amis. Et je pense qu'il a même pris le pseudonyme de Yamiogo, Tengambiga. Vous voyez, ce qui veut, oui, il se fait appeler comme ça. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il accepte. Et je pense qu'il a bravé sa famille là-bas, qui, dans la tête de beaucoup de gens, ils disent qu'est-ce que tu vas faire en Afrique. Notre amitié qui est bien solide, on se rudoie, bien sûr, de temps en temps, comme toute amitié. Il y a des choses, il me connaît, je le connais, ainsi de suite. Mais je lui dis toujours, écoutez, Patrick, ici, il n'y a qu'un seul chef, c'est moi. Mais au-delà de ça, on s'entend très bien. Et il me le rend, cette confiance. Il me le rend. Et quand je suis à Ouaga, vous savez que ça, c'est très reposant. Je ne suis pas ici. Et quand je lui dis, Patrick, est-ce que tu peux me proposer une lettre ou bien tu peux faire quelque chose? Tout de suite, il me le fait et il me l'envoie. Vous voyez, ça aide la chefferie à être autrement que oral. Voilà. De retour au Burkina, vous êtes recruté à l'UNICEF. Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer cette institution internationale? Bonne question. Je travaillais d'abord à l'ambassade de France. Quand je suis rentré au service de documentation, d'information de l'ambassade de France. Et puis un jour, en lisant l'Observateur parlera, j'ai vu que l'UNICEF recrutait quelqu'un. D'abord, il voulait recruter un sociologue. J'ai postulé. Je n'ai pas eu de réponse. Et ensuite, il voulait recruter un documentaliste, un chargé de l'information. Je dis, bon, j'ai les deux dans mon sac. Je sors ce diplôme et puis je donne. Et sans connaître où se trouvait l'UNICEF. Le chauffeur de l'époque
qui était avec moi, s'il n'avait pas déposé ma demande à l'UNICEF, je ne serais pas à l'UNICEF aujourd'hui. Puisque je lui ai dit, écoute, tu vas déposer mon enveloppe. Moi, je ne savais même pas où se trouvait l'UNICEF. Jusqu'un jour, on m'appelle au téléphone. Et c'est ma femme, d'ailleurs, qui a pris les choses en disant qu'on m'appelle pour un entretien. Je dis, c'est quoi ça encore? Où se trouve l'UNICEF? Et j'ai cherché. L'UNICEF était à la zone du bois à l'époque. Je suis allé pour l'entretien. Bon, j'ai parlé comme ça. Et en me levant, j'ai même oublié la clé de ma voiture là-bas. Et c'est après qu'on m'a appelé en disant, écoutez, on était au moins 4 alignés pour l'interview. Après, on m'a appelé, on me dit, écoutez, c'est vous qui on a retenu. Est-ce que vous pouvez venir faire immédiatement prendre le poste? J'ai dit non, il faut que je donne un préavis pour être plus correct, parce que je travaille aussi quand même avec les Français. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'UNICEF, sans connaître, je vous dis, et c'est une belle occasion que je dois dire à la jeunesse. Il faut miser sur ses compétences. En tant que communicateur, donc, vous êtes amené à travailler avec la presse, dont aussi la RTB. Racontez-nous, il y a eu des relations particulières avec la RTB. C'est vous qui avez donné le premier ordinateur de la RTB, semble-t-il. Oui, très, très bien. Merci beaucoup. Parce que, comme je vous ai dit, à Bordeaux, j'ai été formé pour être journaliste, présentateur. Et quand je suis venu et que j'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai gardé des bons liens avec la télévision, parce que l'UNICEF est une institution qui communique beaucoup. Nous communiquons beaucoup, ils communiquent beaucoup, parce qu'on défend les droits des enfants, on défend les droits des femmes. Et moi, l'UNICEF a dit, bon, il faut qu'on intensifie bien les rapports avec la télévision. Et un jour, bon, chaque semaine ou bien chaque 2 mois, je faisais le tour des rédactions. Et je suis arrivé, j'ai trouvé Mahmoudou, s'il est en train de m'écouter, effectivement, Mahmoudou Ouedraogo, qui était directeur de la télévision. Et avant de rentrer le voir, j'ai vu que sa secrétaire était en train de taper sur une machine dactylo. Je rentre, on discute. Je lui dis, mon cher ami, demande-nous 2 ordinateurs. On va au moins te donner 1, puisqu'on ne pourra pas te donner 2. Et il m'a dit, ah bon, c'est vrai? J'ai dit, oui, il faut faire la demande. Et c'est ainsi que nous avons remis. On a eu l'honneur de remettre le premier ordinateur à la télévision du Burkina. Et ça a été filmé. Vous imaginez aujourd'hui un ordinateur et puis on filme, ça fait vraiment quelque chose. Mais à l'époque, Mahmoud a pris ça et puis il m'a dit, écoute, je vais faire part de ça au ministre à l'époque. Et j'ai dit, à partir de ça, tout ce que la télé... À l'UNICEF, c'est difficile de sortir de l'argent pour payer les frais de mission, mais nous pouvons vous équiper en caméra, en voiture. C'est ce qu'on a essayé de faire, j'ai essayé de faire, effectivement, et qui m'a gardé les bons liens avec vous, les médias, que ce soit vous ou les privés. J'ai donné aussi un ordinateur à l'époque au journal Le Pays, ainsi de suite. Alors, quelles leçons vous retenez donc de votre passage à l'UNICEF alors? Comme je vous disais, je voulais au départ être prêtre. Hein. Après, je suis parti. Je pense que ce que je retiens, c'est que mes ancêtres m'ont beaucoup aidé et je leur dis merci. Je dis merci aussi à l'Église qui m'a formé, parce que j'ai retrouvé au niveau de l'UNICEF l'important d'accompagner les êtres les plus fragiles que sont les enfants et les femmes. Et toute ma vie de communicateur au niveau de l'UNICEF, je l'ai utilisé pour pouvoir aider les enfants et les femmes du Burkina Faso. Grâce à l'UNICEF, je connais presque tous les coins du Burkina Faso. Ceux qui m'écoutent vont savoir qu'on était partout. Et on a utilisé par exemple tous les événements spéciaux pour promouvoir les droits de l'enfant. La SNC, le FESPACO, tout ce qui, le CIAO, tout ce qui était événement spécial, l'UNICEF trouvait un créneau que je dirigeais d'ailleurs pour pouvoir promouvoir les droits de l'enfant. Dire aux autorités que, écoutez, l'enfant est fragile, il faut le protéger. Il faut le vacciner de manière concrète. Ensuite, il faut l'envoyer à l'école. Il faut l'accompagner. Et c'est comme ça qu'on forme un individu. Et mon souvenir de l'UNICEF, c'est ça que j'adore, d'avoir donné plus de 30 ans de ma vie à l'UNICEF
pour les droits des enfants. Alors, vous étiez très apprécié apparemment de vos anciens collègues parce que vous étiez très sympathique selon ce qu'ils disent et très ouvert et très serviable. En tout cas, c'est ce que pense Madame Souma que je vous propose d'écouter. Monsieur Yamouro, c'est une personne, un collaborateur pétri d'expérience et de talent qui a travaillé donc au profit des femmes et des enfants dans le cadre institutionnel du développement de l'agence onusienne et qui aujourd'hui se retrouve à la retraite. Je retiens beaucoup de choses de monsieur Yamouro Modeste, mais je retiens surtout un collaborateur qui sait ouvrir les portes. Il sait ouvrir les portes pour le management, chez nous ce que nous appelons donc le management, qui sait ouvrir les portes pour les collègues, qui sait ouvrir les portes même pour les partenaires. Donc c'est un collaborateur, un collègue qui facilite la vie professionnelle et même la vie sociale et la vie humaine donc à tout le monde. Quand je suis arrivé donc au niveau du travail où j'ai trouvé M. Yamouro Modeste et d'autres collègues, nous devions recevoir une délégation de haut niveau. Et la délégation, et même plusieurs délégations de haut niveau. Et quand on parle de délégations de haut niveau, au niveau des agences onusiennes, c'est vraiment des délégations de haut niveau. Et M. Yamouro était au four et au moulin. Donc c'est quelqu'un qui ouvre les portes au niveau du gouvernement, il ouvre les portes au niveau des médias, il facilite au niveau de l'aéroport, il fait le protocole, il facilite les courriers. Vraiment, c'est un homme qui est pétri d'expérience et qui est bon à avoir dans une équipe. C'est le même message qu'il a toujours prôné. En fait, travailler à l'union, travailler à ne pas exclure quelqu'un, travailler à la cohésion, travailler donc au profit des femmes et des enfants, au profit de l'être humain, valoriser chaque personne et ne laisser personne de côté. Mais je voudrais lui dire spécialement, au cours donc de cette émission, qu'il ne change pas. Parce que c'est quelqu'un, c'est bon de se frotter à lui, on apprend beaucoup. Pourquoi je le dis, après avoir travaillé donc dans le développement institutionnel au profit des femmes et des enfants, aujourd'hui il se retrouve chef d'ISUCA. Et chef, c'est pour continuer ce travail qu'il a mené de façon institutionnelle, qu'il fait maintenant dans la vie sociale au profit des humains que nous sommes. Et c'est un homme vraiment qui est accommodant. Donc Modeste, ne change pas, reste tel que tu es, toujours franc, toujours gentil avec le sourire aux lèvres, qui donne le sourire aussi. Majesté, vous n'avez pas changé? Je ne vais pas changer, et grâce à vous tous, je ne vais pas changer, parce qu'il n'y a rien que je gagne en changeant. Je suis heureux tel que je suis, c'est-à-dire que, bon, naturellement j'aime sourire, c'est vrai que j'ai un caractère des fois difficile, mais c'est parce que je veux que les gens puissent eux-mêmes réussir leur vie. Vous savez, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, j'essaie de prendre le temps de lui expliquer parce que je dis que c'est pour toi-même, tu dois être heureux. Et je prends un exemple, par exemple, avec mes cousins ici. J'ai dit, vous savez, vous devez travailler, vous devez travailler, vous devez travailler pour vous-même. Parce que ce que vous avez comme facilité ne va pas rester éternellement. Donc il faut travailler. Et bon, quand je leur dis, je dis, écoutez, si moi-même je me trompe, dites-le moi. Mais dites-le moi gentiment, parce qu'il ne faut pas ridoyer le chef quand même. Mais dites-le moi. En 2005, vous êtes intronisé chef donc d'ISUCA. Alors, dites-nous, comment ça s'est passé? Je suis d'abord, je suis né ici, où mon arrière-grand-père a été chef d'ISUCA. Vous savez que la chefferie à Koudougou n'a pas beaucoup plus de racines qu'à Ouagadougou ou ailleurs, puisque ici nous étions beaucoup plus tournés vers les coutumiers que les traditionnels, dans la mesure où ce sont ceux-là qui faisaient les sacrifices qui étaient un peu nos référentiels au niveau de Koudougou. Donc mon arrière-grand-père était chef, mon grand-père était chef, mon père était chef. Et quand mon père mourait, c'était mon oncle qui était chef, parce que moi j'étais au séminaire. Je venais d'avoir à peine le baccalauréat. Et c'est mon oncle qui... Donc, si vous voulez, c'est de père en fils.
Et comme j'avais fait le séminaire, vous savez, la chefferie, c'est vrai que je suis né ici, je l'ai vu, mais je me disais que bon, vous savez, ça allait m'entraîner beaucoup de difficultés dans la mesure où des Nations Unies, moi j'aime voyager. Entre deux avions, c'est mon plaisir, vous savez. Mais venir m'asseoir ici, je pensais d'ailleurs qu'il fallait que je m'asseye ici. Et finalement, on m'a encouragé, après le décès de mon oncle, paix à son âme, de dire, bon, de prendre la chefferie pour aider Isuka. Et finalement, je pense que je remercie un peu ces personnes qui m'ont beaucoup encouragé à prendre la chefferie parce que ça m'a aidé effectivement à aider Isuka et à aider Koudougou. C'est pas facile quand on vous dit que vous êtes chef et que vous devez tout faire pour donner l'exemple. Vous savez, un chef en principe, c'est pas que je donne des conseils, mais un chef en principe doit se départir de la politique. Moi, je le dis clairement. Pour être tout à tous. Un chef ne doit pas dire, une fois qu'on a le bonnet, je ne suis ni musulman, ni catholique, ni protestant, je suis tout à tous. Tous ceux qui viennent ici sont à moi. Donc, vous voyez, ces charges-là, il faut les assumer. Un chef avec le bonnet, on ne doit pas nous retrouver dans les buvettes, dans les bars. C'est déshonorer le bonnet, c'est déshonorer nos ancêtres. Donc, vous voyez, j'ai opté de vivre un peu ces contraintes, c'est-à-dire que de ne pas, comment on appelle, affadir le bonnet, de donner le bonnet à un sens particulier, surtout à Koudougou, parce que Koudougou ne connaissait pas ça. Koudougou, c'était un peu, vous savez, bon, c'est pour ça qu'on nous appelait un peu par des stéréotypes que vous avez. Vous voyez, on nous disait qu'on était Benghazi, on était ceci, on était cela, parce qu'il n'y avait pas une personnalité, même traditionnelle, pour pouvoir donner du crédit aux enfants. Et voilà un peu le poids que je vis et le bonheur aussi, parce que quand vous venez, vous voyez que le fronton du palais, c'est écrit Masme. Masme veut dire là où il y a l'ombre. Mais au-delà de cette ombre, c'est le cœur apaisant qui repart de chez le chef qui est Masme. Vous voyez, il est venu avec un souci qu'il pensait que personne ne pouvait vraiment comprendre. Mais le chef doit l'écouter, le chef doit le conseiller, le chef doit l'encourager, le chef doit le fortifier. Et quand il retourne, il doit retourner avec un cœur maramé, comme c'est écrit. Donc voici un peu le rôle du chef que j'essaie de jouer. Et c'est pas facile. Quand je suis à Koudougou, je suis prisonnier parce que je ne suis que chez moi ici. Quand je sors, c'est vraiment pour des occasions comme ça. Et encore moins aller dans des meetings ou des rencontres à caractère politique, ou même pas des parrainages. Je ne veux pas faire des parrainages pour ne pas avoir à être derrière un parti politique sans le savoir. Vous voyez. Vous prenez le nom de Naba Saga Premier. Saga, pourquoi? Ah, parce que nous sommes, en étant à l'UNICEF, vous savez, et en voyageant partout, je me suis rendu compte que dans le nord, à Wiyuguya, du côté de Goursi, en remontant, Kaya, et ainsi de suite, les pluies étaient rares. Et je voyais que quand je voyais la population de Wiyuguya faire les ailles, vous savez, en disant que le peu d'eau qui allait tomber devait être retenu. Alors, je me suis dit que, mais de toute façon, nous tous, nous sommes des fils de paysans. Hein. Moi, mon père était chef, mais on cultivait dans les champs qui sont là. Et j'ai donc demandé aux ancêtres de m'accompagner pendant que je suis chef, en donnant de la pluie suffisante à la population qui est avec moi. C'est un peu ça le Sahara, c'est un programme de vie pour que si le Burkina est bien arrosé, au-delà de Isuka, nous allons bien manger et je pense que beaucoup de difficultés vont être résolues. Vous êtes l'un des rares chefs à avoir intronisé une femme. À quoi cela répond? Chacun de nous a fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Pendant le FESPACO, l'emblème c'est Yenenga, non? Pour dire que le peuple Mouara a magnifié la femme depuis. Même pour être intronisé, il faut vraiment que tu sois la femme légitime de ton père pour être intronisé chef.
ces choses réunies, même quand on va du côté de Bobo, on dit Jimbi Ouattara, ainsi de suite. Alors, moi, je l'ai fait parce que quand j'ai été intronisé, il y avait d'abord beaucoup de gens ici à Koudougou, à Issouka, qui avaient fait circuler l'idée comme quoi je ne parlais pas moré, je ne comprenais pas, j'étais un peu blanc, j'allais détruire les coutumes. Voilà, donc de se méfier. Alors, donc, quand on se réunissait un peu dans le conseil, bon, il y avait des problèmes de femmes qui venaient. Alors, et une fois que les gens retournaient chez eux, c'est moi qui devais trouver la solution au problème de la femme. J'ai dit, mais écoutez, pourquoi on n'admettrait pas une femme dans le conseil? Je n'ai pas commencé par dire que j'allais introniser une femme, sinon c'est un peu... Et ils ont accepté. Et puis petit à petit, sensibilisation faisant, on est arrivé au moment où je leur ai dit, écoutez, la femme peut porter le bonnet aussi. Où est le problème? Bien sûr, vous savez, il y a eu des gesticulations, des refus, des rejets, qui me disent non, vous savez, vous donnez le pouvoir à une femme, vous avez jeté votre pouvoir un peu dans la rue, puisque dès qu'elle est fâchée, elle va sortir les secrets et tout et tout. J'ai dit non, la femme se fâche parce qu'on l'a énervée. Si on ne l'énerve pas, elle ne se fâche pas, elle ne dit pas les choses. Donc bref, on a trouvé un peu le consensus et j'ai pu introniser cette femme qui m'a aidé à avoir une école que j'ai mise de l'autre côté là. Puisque quand j'ai été intronisé, l'UNICEF m'a demandé quel canot je voulais. J'ai dit la femme chef que j'ai me demande une école. On me dit, ah, si c'est une femme qui demande, tout de suite, on va vous donner l'école. Voilà à peu près. Est-ce que toutes ces idées ne sont pas venues du fait aussi que vous avez travaillé dans cette institution qui est relativement sensible aux questions liées à la femme et à l'enfant? Oui, je ne peux pas, je peux pas nier ça. Mon travail m'a éclairé, m'a encouragé, m'a ouvert l'esprit, mais et je me suis rendu compte que le peuple Mouara même magnifie la femme. C'est pour ça que j'ai dit toujours, je suis un chef qui suis arrivé à faire cela, non pas avec beaucoup de mérite, c'est parce que j'ai eu la chance de parcourir des chemins de la vie qui m'ont enrichi des expériences. Donc je ne peux pas me targuer en disant que je suis le plus intelligent des chefs ou je suis le plus fort des chefs. Non, ce que j'ai appris, je dois le ramener à la maison et faire en sorte qu'il soit enrichi et au profit de la population. Vous êtes également à l'origine d'une association des chefs coutumiers, enfin des chefs traditionnels, pas coutumiers, puisqu'il faut faire la différence entre chef coutumier et chef traditionnel, dénommé Songnaba. Songnam. Oui. Alors, que faites-vous dans cette association concrètement? Alors, comme le nom le dit, Songnam, ouais, c'est Songnam. Songnam Koudro. Tinama Koudro Ramba Minama. Je prends du moré. Au fait, une année, on a vécu une crise terrible ici. On a vécu beaucoup de crises. Hein. La crise Justin Zongo, qui a amené les gens, les jeunes, les enfants, à brûler le haut commissariat qui était le gouvernement à l'époque. En tous les cas, ça pétait au niveau de la ville. Et des gens sont venus me voir ici en disant, Naba, il faut que vous veniez parler aux enfants. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, vraiment exaspère et puis quand même, pas révolte, mais enfin. Alors, j'ai demandé au chef de Burkina de m'accompagner. Et quand nous sommes arrivés au niveau du gouvernorat, vous savez, les voitures, le gaz, tout pétait. Et ce qui m'a le plus frappé, c'était le courage des filles. Vous savez, il y a une fille qu'on a vue qui a été blessée à mort. Et ses intestins étaient un peu dehors. Mais même couchée, elle prenait l'eau et elle donnait aux garçons en disant « Attaquez, attaquez ». Dès qu'ils lancent le gaz lacrymogène, protégez-vous avec ça. Mais je me dis... Et nous sommes arrivés, je vous avoue, bien sûr, que quand tu arrives et tu vois la jeunesse déchaînée, on a quand même peur. Hein? Mais j'ai dit au Naba, moi j'ai peur, mais avançons. Lui aussi m'a dit, j'ai très peur, mais avançons. Mais notre grande chance, comme ils savent que je ne fais pas de politique,
je n'appartiens à aucun parti politique, je suis pour tout le monde. On a pu monter et on a parlé aux enfants. On a réussi à les calmer. Arrêtez de brûler Koudougou. Aimez Koudougou. Et suite à ça, j'ai dit au Naba, vous savez, si nous avons réussi à ça, c'est parce que toi et moi, bon, en tout cas, ils savent que je ne fais pas de politique. On va créer une association. Et cette association, le rôle, c'est d'aider Koudougou à ne plus retomber dans des turbulences incorrigibles. Et donc, nous avons fait un groupe de chefs. On leur a demandé de se départir de la politique. Il y en avait qui appartenaient à des partis politiques, mais on leur a demandé, écoutez, à partir de maintenant, si tu veux appartenir à Songnam, il faut te désengager. Et ça nous a beaucoup aidé de manière concrète. Les problèmes de l'université, ici, les étudiants, que ce soit l'ANEB ou en tous les cas, tous les autres, ils nous ont écoutés. Quand on les interpellait, quand il y avait une crise au niveau de l'université, quand il y a, en tous les cas, au niveau des grandes crises de Koudougou, nous jouons notre rôle et nous devons jouer notre rôle parce qu'il y a cette neutralité qui confère la confiance des jeunes à nous à travers cette association qui est là pour aider la mairie, beaucoup plus la commune de Koudougou, puisque quand les troubles commencent, ça ne se fait pas ailleurs, c'est à Koudougou. Et nous ne voulons plus que Koudougou donne ce label au Burkina Faso. Nous voulons que ce soit un pays, c'est-à-dire une ville maintenant, qui est très apaisée, qui comprenne, qui vive et qui aide à construire le Burkina Faso. Voilà un peu les objectifs de l'association Songnam, voilà, que je dirige depuis le temps de sa création. De par donc cette expérience de Koudougou, nous connaissons tous la situation de Burkina actuellement. Quel peut être le rôle des chefs traditionnels justement? Très bien. Nous avons déjà réuni les chefs traditionnels ici à Issouka. On a fait venir des chefs qui sont venus de Sabou, de Ramongo. En tous les cas, nous leur avons demandé de jouer un rôle actif pour que ce que nous vivons disparaisse. En tant que chef, si vous avez quelqu'un qui vient dans votre territoire, vous êtes censé le savoir. Alors, et nous, on a demandé que ces personnes, ces étrangers qui rentrent chez nous, tout étranger n'est pas djihadiste ou bien tout étranger n'est pas mauvais, mais tout étranger non plus n'est pas bon à 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut signaler cet étranger aux forces de l'ordre, puisque la chefferie n'est pas une gendarmerie. Nous ne sommes pas non plus un commissariat de police. Mais nous devons veiller à faire en sorte, et c'est ce que nous faisons actuellement au niveau de Koudougou, compte tenu de ce que nous vivons. Mais moi, je suis un chef qui reste très optimiste. D'ailleurs, le thème de Monapaska cette année, c'est l'optimisme. Et je veux que, moi, je pars du principe que tout ce qui a commencé finit. Tout ce qui a commencé termine. La vie qui commence finit un jour. Le soleil qui se lève se couche. Donc voici à peu près ce que le rôle, les chefs, mais les chefs doivent jouer, il faut que les gens voient une sincérité dans les chefs. Il faut que les gens voient un exemple dans les chefs. Il faut que les gens voient du courage dans les chefs. Il ne faut pas que les gens voient du louvoiement dans la chefferie. Si les gens voient cela, ils ne peuvent pas nous faire confiance. Et s'ils ne nous font pas confiance, on ne réussit pas. Vous êtes très, très fidèle en amitié, vous l'avez démontré avec Patrick, vous le faites également avec d'autres compatriotes burkinabés. C'est ce qu'en pense en tout cas Bangré, Sylvestre Ouedraogo, un de vos amis que nous avons rencontré quand on préparait cette émission. Je vous propose de l'écouter. Le chef de Issouka, M. Ameuro, est un ami de longue date. Nous nous connaissons depuis les années 78-79. Et puis bon, depuis lors, on se suit, on se conseille, on échange. Voilà, en tout cas, on est régulièrement ensemble, très régulièrement ensemble. On est vraiment de grands amis. C'est un monsieur qui est très agréable, voilà, qui aime bien rire, qui aime bien plaisanter, comme moi d'ailleurs. En plus de ça, c'est quelqu'un qui est bien organisé, bien structuré, qui sait ce qu'il veut.
qui se fixe un certain nombre d'objectifs, qu'il réalise petit à petit, mais qu'il réalise toujours. Vraiment, c'est de continuer à être comme il est. C'est quelqu'un, comme je dis, qui écoute. C'est quelqu'un qui réalise. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Moi, je souhaite qu'il reste tel quel. Je vous prends un petit exemple. Voilà quelqu'un, un chef, qui a décidé de ne pas faire la politique. Et j'ai trouvé que c'était formidable. Et il est resté égal à lui-même jusqu'ici. Moi, j'insiste et je persiste à lui dire de continuer dans ce sens. Quand il a un objectif à atteindre, quand il a quelque chose à réaliser, qu'il se batte effectivement pour le faire comme il le fait actuellement. Alors, Mazessi, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce que M. Bangré dit? C'est un très grand ami, comme vous dites. Et comme lui-même il le dit ici de manière claire. Au funérailles de mon oncle, il est venu. Il n'était plus ministre de l'Environnement. On s'est assis sous les manguiers. Il m'a dit, l'espace est très très bien. Essaie de transformer ça en lieu touristique, que ça va rapporter beaucoup au Burkina Faso. Je l'ai écouté et ça fait un déclic. J'ai dit, mais tiens, il a bien raison. Et c'est suite à ce déclic que j'ai commencé, vous savez, tout doucement à réaliser un peu ce que vous voyez. Et je me suis dit qu'on pouvait le faire. Ce que nous imaginons, je pense que c'est un de nos grands présidents qui l'a dit, ce que nous réalisons, ce qui vient comme idée, peut être réalisé par l'homme. Je pense que c'est Thomas Sankara qui le disait. Sylvestre, je lui dis merci aussi de m'avoir accompagné et de m'accompagner toujours. On va parler un peu famille maintenant. Vous êtes donc chef de famille aussi. Dites-nous, comment est-ce que vous avez rencontré madame? Ah, très bien. J'ai fait le séminaire, je vous ai dit. Et j'animais un peu les messes avec une guitare. Je jouais à la guitare. J'ai toujours la guitare, mais je ne joue plus. Et mon épouse, à l'époque, ma future épouse était juvéniste aussi. Elle voulait être sœur à l'époque. Et elle venait, elle aussi, mais dans leur groupe, elle tapait du tam-tam. Et puis je me suis dit, mais une fille qui tape du tam-tam, c'est du génial ça. Et puis bon, c'était sans plus. Après, moi, je suis parti du séminaire. Et je me suis dit, tiens, j'ai dit, le mieux, c'est que je trouve une femme en tout cas de mon environnement comme ça. Je l'ai recherchée et je l'ai retrouvée. Et dès le premier contact, elle dit toujours ça, d'ailleurs, elle se moque de moi. Dès le premier contact, je l'ai invitée. Quand elle est venue, j'ai dit, ben, écoute, moi, je t'ai fait venir pour te demander d'être ma femme. Elle a ri, elle dit, ah non, on ne se connaît même pas. Et tu dis des choses comme ça. J'ai dit non, je t'ai vu taper le tam-tam, j'ai vu comment c'est. Moi aussi, bon, moi je veux que tu deviennes ma femme. Et elle m'a dit, on aura le temps. J'ai dit non, le temps là, moi je veux. Vous voyez, et depuis, elle est devenue ma femme, puisque elle a fait, on s'est mariés, elle était étudiante, elle est professeure d'université aujourd'hui, elle est la responsable de l'université de Manga. Elle a étudié l'hydrogéologie. Donc, vous voyez, elle avait un esprit un peu d'homme là. Et donc, vous voyez, dès que j'ai vu, j'ai dit, celle-là doit être ma femme. Vous venez de sortir du séminaire en son temps. Oui. Mais comment se faisaient les rencontres en son temps? Ah, très bien. Dans son temps, les rencontres se faisaient ou pendant les messes, après les messes. Vous voyez, on restait ensemble. Ou bien, il y avait aussi des sorties de jeunes, c'est-à-dire qui s'appelaient la GEC, la JOC, Jeunesse étudiante catholique, Jeunesse ouvrière catholique, ou Cœur vaillant, âme vaillante. On a commencé, vous savez, il y avait beaucoup d'occasions de rencontrer des filles, comme les filles aussi de rencontrer les garçons. Et donc, voici à peu près comment on se rencontrait. Et pendant les sorties, justement, et puis il y avait les pèlerinages diocésains, qui nous faisaient quitter nos établissements pour nous retrouver par exemple à l'Inter. Et toi aussi, bon, tu pouvais marcher, tu découvres une fille, peut-être c'est sa démarche qui te plaît, peut-être c'est son teint qui te plaît, peut-être c'est sa voix quand elle chante. En tous les cas,
on avait beaucoup d'occasions de nous rencontrer. Ce n'était pas comme aujourd'hui, c'est le Facebook. Nous, on n'avait pas Facebook. Justement, j'en viens. Actuellement, c'est Facebook. Comment est-ce que vous appréciez justement cette forme maintenant de rencontre où souvent on peut communiquer pendant longtemps sans même se voir? Bon, il ne faut pas rejeter tout. Tout n'est pas négatif. J'ai vu des gens qui se sont rencontrés sur Facebook et qui se sont mariés et le mariage tient bien. Mais j'ai vu aussi beaucoup qui se sont rencontrés sur Facebook et ça a été d'une légèreté telle que ça n'a pas tenu. C'est bien que je pense que ce que la vie nous donne, ce que la technologie nous donne, nous devons les prendre avec un discernement. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu dommage. Tout le monde ne lit plus les journaux. Bon, je dis, il y en a beaucoup qui restent accrochés, mais comme nous autres. Mais il y en a, dès qu'ils se lèvent le matin, c'est Facebook. Alors, à travers le Facebook, on peut faire beaucoup de bonnes choses comme on peut faire beaucoup de mauvaises choses. Et vous en savez plus que moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que ces rencontres, pour revenir à ce que vous dites, il y a des rencontres, comme la terminologie même dit, Facebook, le livre de la face. C'est ça la traduction en anglais et tout. Ça veut dire que tu as vu la face de la fille, ah, elle est belle. Ah, elle est bien tressée. Ah, ou bien lui, t'as vu et puis bon, tu es bien coiffé, tu es bien habillé. Il dit, ah, celui-là, je... Donc, ça peut être un début de bien. Mais je demande aux jeunes de ne pas non plus se fier seulement à cela. Ça peut être le début d'un contact. Puisqu'il n'y a plus tellement les pèlerinages comme ça. Il n'y a plus non plus, vous savez, les messes, même, bon, il faut savoir marcher avec le temps. Avant les messes, avant les rencontres, vous savez que nos parents ont donné les femmes sans problème. On te dit que tu vas marier une femme, tu ne l'as même pas vue, elle aussi elle ne t'a pas vue. Et ça s'est cassé. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Utilisons ces réseaux sociaux avec beaucoup de discernement. Bon, si ta femme doit sortir des réseaux sociaux, écoute, que tout se passe bien. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, vous avez des enfants, 3, je crois. J'ai 3 enfants. 3 enfants. Quelles sont les valeurs que vous tenez vraiment à les inculquer? Ah, ils sont grands. Le premier s'est marié, mais je me suis attelé à leur transmettre des valeurs. Vous savez, j'ai vécu ici simplement. Je leur ai dit, restez simple. Ça, c'est déjà une valeur. Je dis, restez simple. Deuxièmement, restez travailleur. Il faut croire en vous, à l'école et là où vous allez travailler. Et puis troisièmement, il faut vous donner, il faut que votre vie soit utile. Moi, j'essaie de faire ça pour vous. Je partirai un jour. Il faudrait que vous fassiez mieux que moi. Et donc, vous voyez ces 3 valeurs-là, j'ai essayé de leur donner ça. Et je suis heureux que apparemment ils ont écouté. Vous voyez, parce que je pense que la première des valeurs, c'est la simplicité qui te rapproche aux autres, qui te fait considérer les autres. Mais s'ils sont, vous savez, s'ils sont sur un piédestal en disant mon père est aux Nations Unies, je ne considère personne, vous n'allez pas loin avec ça. Donc voici les valeurs que j'ai essayé de leur donner. Et je profite aussi de donner ça à la jeunesse. Alors justement, quel regard portez-vous sur la jeunesse d'aujourd'hui? D'abord, elle est nombreuse. Ce n'est pas comme à notre temps où on était un peu réduit parce que, bon, certains sont morts de maladie. Mais enfin, en tous les cas, aujourd'hui, à l'époque, je pense qu'on devait être peut-être 5 millions ou quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes 22 millions. Et de ces 22 millions, le grand pourcentage, c'est la jeunesse. Ce que moi je vois des jeunes qui foncent mais qui par moments ne comprennent pas la vie. Quand je dis ne comprennent pas, certains pensent qu'il faut tout de suite, comme disent les latins, hic et nunc, c'est-à-dire ici et maintenant. Je dois avoir un véhicule, je dois avoir une villa, je dois faire ceci, je dois... Et des fois, quand j'étais aux Nations Unies et que je participais aux interviews comme ça, on posait la question, on disait aux candidats, tu veux un travail ou tu veux un salaire?
Vous voyez? Et bon, il y en avait qui nous répondaient honnêtement, je veux un salaire. Il y en avait qui disaient, je veux un travail. J'ai dit non. Il faut que vous aimiez vraiment le travail. Donc la jeunesse aujourd'hui, moi je suis encore optimiste, hein. Elle peut aller de l'avant. Et je me table sur le nombre de jeunes que nous recevons ici. Vous savez, nous sommes le musée le plus visité depuis plus de 3 ans, avec des statistiques à l'appui. Qu'est-ce que cela veut dire? Et le grand pourcentage, c'est les jeunes. Ça veut dire que les jeunes ont soif de connaître leur culture. C'est à nous les anciens qui ne leur donnons pas, par moment. Je ne dis pas que tous les anciens ont fauté, pas du tout. Mais tous les jeunes aussi ne sont pas allés à la dérive. Vous savez, s'ils savent écouter, si nous savons leur donner de l'expérience, vous savez que s'ils sont devant, ils peuvent nous aider. Et moi, je crois en la jeunesse burkinabé. Je sais qu'elle peut et je sais qu'elle doit, puisqu'il faut qu'on l'amène à rêver. Parce que si elle ne rêve pas, ça sera une jeunesse morte. Moi, je dis un jeune qui n'est pas dynamique, un jeune qui ne rêve pas, c'est un jeune qui est mort avant qu'on l'enterre. Vous voyez, donc, je crois à la jeunesse burkinabé et je crois qu'elle peut encore s'améliorer. Regardez les moyens aujourd'hui. Il y a Facebook, il y a Google, il y a tout ça qui peut les... Mais s'il reste à côté d'un Facebook seulement à dire « moi j'ai bu de la bière, moi j'ai fait ceci », c'est pas ça qui va loin avec. Alors, quel conseil vous avez donc à cette jeunesse aujourd'hui, du haut de votre expérience de fonctionnaire international et puis de chef traditionnel? Oui, effectivement, j'ai 2 casquettes. J'ai travaillé aux Nations Unies pendant la plus grande partie de ma vie, hein, plus de 32 ans aux Nations Unies. Et maintenant, je porte le bonnet. Alors, ces 2 passages m'ont quand même instruit qu'il faut travailler. Et c'est ce que je demande aux jeunes. Vous êtes à l'université, travaillez. Quand je reçois des fois des universitaires, je suis un peu, je dirais un peu peiné de voir que jusqu'à présent, je pense que c'est le français qui est notre langue officielle. Ils te parlent un français minable. Ils t'écrivent un français exécrable. J'ai dit non, à notre temps, ce n'était pas possible. Tes copies devaient être, strictement cadrées. Moi, je demande à la jeunesse de se mettre au sérieux et d'apprendre pour que demain, elle puisse vraiment mériter notre place. Sinon, en tant que chef, je sais que si nous les aidons, si nous les accompagnons, moi, je suis sûr que la jeunesse prendra une place très importante dans la construction de notre Burkina Faso, qui est un peu en train de tanguer comme un peu une pirogue, mais qui va retrouver un peu la rive sans problème, grâce à cette jeunesse-là. Moi, je leur donne, je leur tends la main et je leur dis qu'ils peuvent. Ils peuvent. Et vous savez, mon président idole, quand j'étais tout petit, c'était John Kennedy, qui poussait les Américains, les jeunes Américains, à croire en eux, à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils donnent à la nation américaine, au lieu que qu'est-ce que la nation américaine leur donne. Moi, je dis tout le temps aux jeunes ici, qu'est-ce que vous donnez au Burkina Faso? Qu'est-ce que vous donnez à Koudougou? Qu'est-ce que vous donnez à Issoufou? Avant de demander qu'est-ce que Issoufou vous donne. Et à chaque fois que ici aux États-Unis, à Washington, je vais déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Kennedy. Et vous savez, il a créé le corps de la paix, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il faut que les jeunes rêvent. Il faut que les jeunes avancent. Il faut que les jeunes soient altruistes. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être bien, grâce à la jeunesse. Voilà, on s'arrête là pour cette émission. Je rappelle que nous étions avec Naba Saga Premier, chef d'Issouka, ancien fonctionnaire international, intronisé chef du quartier Issouka. Nous avons fait le tour avec lui de sa vie professionnelle et de sa vie de chef traditionnel. J'espère que sa vie bien remplie vous a inspiré. À bientôt au clair de lune.